Bonsoir chers amis développeurs, bonsoir aux amoureux du code. Alors nous voici encore pour une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Alors je voudrais rassurer les uns et les autres pour leur dire que bientôt je vais publier le lien de ma chaîne YouTube. J'ai même fait des vidéos, voilà, j'attends donc de pouvoir faire le montage et de les publier. Donc ne vous inquiétez pas, Bonsoir, cher vous ami. aurez à temps voulu, comme je vous l'ai promis, le lien. Et puis bon, voilà, pour ceux qui veulent, voilà, ils pourront suivre. Alors aujourd'hui, je vais attaquer un point un peu qui est un peu de haut niveau, je peux dire. Voilà, c'est pour quand même des personnes qui sont un peu aguerries au langage Java. Alors, les débutants, ne dites pas que je les laissé tomber, non. Je suis en train de faire vos vidéos. Voilà, donc vous serez servis. Comme je l'ai dit, tout le monde sera servi donc sur ma chaîne YouTube. Alors, mes amis, aujourd'hui nous allons parler des API. Des API. Alors, tester une API rapidement et efficacement. Alors, vous savez que dans notre monde aujourd'hui, nous les développeurs, les API sont dans notre quotidien. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans API. Alors, nous allons voir un peu le sommaire pour, comment on appelle ça, pour bien comprendre donc ce thème-là, ce sujet. Je vous propose donc le sommaire suivant. Alors, en premier point, nous verrons qu'est-ce qu'une API. En deuxième point, quel est le rôle d'une API. En troisième point, essayer donc de réaliser une API de bout en bout. Voilà. Et à cet effet, nous allons procéder par deux approches. Une approche théorique où on va expliquer un peu beaucoup de concepts, beaucoup de notions qui tournent donc autour de cette thématique-là, qui est les API. Alors, nous allons également, et à la fin de cela, nous passerons donc à la pratique, c'est-à-dire le code. Alors, sans tarder, donc, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce qu'une API? Alors, vous avez déjà entendu parler d'API. Voilà. Et je tiens aussi à dire que ce cours ce que je partage avec vous, c'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif parce que je me dis que le domaine est trop vaste. Et il est beaucoup vaste. Donc, c'est tellement, il y a des choses que peut-être que des gens auraient voulu entendre que je vais pas dire. Et je m'en excuse, mais bon, j'ai voulu centrer donc ma réflexion sur un certain nombre de choses. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'une API? Le cycle d'abord signifie Application Programming Interface. C'est en réalité un ensemble de moyens utilisés par un logiciel pour donner donc accès à certaines de ses fonctionnalités ou ressources. Alors simplement, quand je fais une application, quand je fais un web, une API, c'est au fin de pouvoir quand même exposer certaines de mes ressources, certaines fonctionnalités de mon API. Alors c'est également la partie du programme qu'on expose officiellement au monde extérieur pour manipuler celui-ci. Alors l'API donc est au développeur ce que l'interface graphique est à l'utilisateur. J'espère que vous me comprenez. J'ai voulu être euh, un peu simple ici pour qu'on puisse donc nous tous comprendre de quoi est-ce que je veux parler. Alors, et cette définition, elle est beaucoup plus, plus programmeur, je peux dire. Voilà. Alors donc, une API en réalité, c'est un ensemble normal de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle donc euh, un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a la notion de service, service, offrir service, et on parle aussi de autres logiciels. Donc, pour dire que une API, non seulement elle offre des services, mais également elle peut aussi interagir avec un autre logiciel, une autre API, donc un environnement tiers. Voilà.
Ce qui fait que même quand on conçoit des applications basées sur des API, on dit que ces applications sont hybrides parce que elles tournent sur plusieurs bases. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre API. Bon, vous direz que c'est la même chose. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je vous le concède. API, la même écriture. Mais nous allons voir un peu la différence dans la définition. Donc, API, que l'on peut considérer comme étant le dictionnaire des fonctionnalités d'un programme. Et il y a l'autre version qui est elle, dite web service, qui est orientée web service, qui représente un ensemble de fonctionnalités pouvant être appelées par d'autres applications. Voilà. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure là, donc c'est un peu ça qui est traduit ici. Alors donc nous allons nous focaliser donc sur ce deuxième point là, parce que c'est ce point là donc qui nous intéresse. Alors il est bon à savoir, qu'est-ce qui est bon à savoir? On a remarqué que partant donc de la définition de l'API, il y a trois thématiques qui se dégagent. Il y a application, il y a programme ou programmation et il y a interface. Alors, donc, application. Application, parce qu'en fait, il s'agit des applications qui vont utiliser votre smartphone, qui sont utilisées sur votre smartphone ou un logiciel que vous utilisez. Alors, une application, WhatsApp, Facebook, Messenger, je ne sais quoi encore. Tout ce que vous utilisez, ce sont des applications. Alors donc, étant une application, elle peut réagir également donc avec une API. Voilà. Aussi, on a la programmation. La programmation n'est rien d'autre que le fait donc pour des développeurs d'utiliser des API pour concevoir des logiciels. Tout à l'heure, il a parlé de logiciels hybrides, c'est-à-dire donc qui ont plusieurs fondements, plusieurs bases, qui utilisent donc qui peuvent, qu'on appelle ça, interfacer ou qui peuvent utiliser plusieurs API. Et pour finir, donc on a le mot interface. Voilà. Alors, interface, c'est la manière dont vont interagir les applications avec donc les différentes API. C'est la manière, comment, c'est le comment en fait. Voilà. Alors, quelques API. Voilà, donc vous voyez, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais j'ai pu, voilà, sinon il y en a beaucoup. Chaque jour que Dieu fait, il y a les API, partout, même quand on va sur le site, soit on les voit, soit on ne les voit pas, partout il y a les API. Dans les banques, il y a les API, et puis bon, voilà, tout ça. Ok, donc voici un peu donc une liste qui n'est pas exhaustive, je le répète. Et voici également donc une autre liste. Voilà, même les téléphonies mobiles sont dedans. Orange et tous les autres maisons de téléphonie mobile. On a aussi les maisons de d'e-commerce, de commerce en ligne. Voilà. On a Tulio que j'apprécie beaucoup. En tout cas, c'est une plateforme qui a de l'avenir. Voilà, parce que leur API, surtout l'API d'SMS, est beaucoup utilisé dans les applications Java. Voilà. Et aussi, ils font aussi de la voix aussi, Apple Voix. Et toutes ces choses-là, toutes ces composantes-là sont gérées dans le cloud. Donc, ce qui fait que vraiment son utilisation comment on appelle ça, est flexible. On peut donc coupler leur API à d'autres applications et puis bon, voilà, on a un bon résultat. Ok. Alors, aussi, on peut citer aussi des API. On peut parler par exemple des API de communication synchrone asynchrone. On peut parler également des API de connexion, par exemple connexion à un annuaire ou à des annuaires. Bon, ça aussi souvent on peut l'incorporer aussi avec LDAP, avec Spring. Alors, on peut parler également, on peut parler aussi de, quand on parle de connexion à une base de données ou connexion de logiciels de gestion. On peut parler aussi d'API de gestion de transactions. On peut parler d'API de gestion de courriel. On peut parler de API de sérialisation avec XML. Ça, on voit ça aussi sous le langage Java. Et aussi, on a des métadonnées qui sont générées par API.
Bon, par exemple, on peut citer, hein, par exemple, est-ce que j'ai l'exemple qui me vient en tête? Oui. Par exemple, dans les langages de programmation, on a Java, avec l'API d'accès au traitement de données. Dans les systèmes décisionnels, on a par exemple des métadonnées dans les API du SAS. Du SAS, c'est SAS. Voilà, bon, il y en a beaucoup, hein, on peut passer toute la nuit, voilà, à les citer. Alors, alors, je vous invite donc à découvrir donc ce prochain point-là, qui est approche applicative. Alors, pratiquement chaque langage produit ou peut produire une API. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des API avec PHP en PHP, des API faits en Java, des API faits avec .NET. Ah, tout est possible en fait. Voilà. Mais ici, je voudrais qu'on puisse se focaliser donc sur les API euh, conçus uniquement donc avec le langage de programmation moderne qui est Java. Je vous rappelle que notre mission ici, c'est de démystifier Java parce que nous voulons maîtriser Java, nous voulons être des experts, nous voulons partir de zéro pour maîtriser Java. C'est vrai que cette partie, c'est quand même pour des personnes qui sont aguerries, mais tout cela aussi fait partie du processus de l'objectif que moi, je me suis assigné, que je vais atteindre. Alors, donc, nous allons, comme je le disais tantôt, nous focaliser sur le langage Java en question. Alors, donc, ici, nous parlerons des API qui sont faits en Java. Alors, plus précisément, pour être plus précis, nous allons parler plus même de l'API REST. Mais l'API REST, c'est vrai, on parle d'API REST, excusez-moi, on parle de API REST, c'est vrai, mais avant API REST, quand même, il y avait quand même un autre, bon, il y avait son aîné. Effectivement, il y a eu le swap. Il y a eu le swap avant donc le reste. On dit que aujourd'hui le swap est carrément différent du reste. Là, c'est clair. Alors, il faut qu'on ait ça en tête. Souvent, les gens font une comparaison, mais c'est deux éléments qu'il ne faut pas comparer. Le swap est carrément différent du reste, même si les deux utilisent le protocole HTTP. Alors, donc, on va voir. En réalité, c'est quoi? En réalité, dans l'univers donc du web, le point de départ a été le swap. Voilà, c'est un protocole HTTP mis au point à la fin, je crois, des années 90, exclusivement basé sur le XML. Alors, qu'est-ce que Swap faisait? En fait, c'est ce protocole-là permettait ou permet toujours, puisque certains l'utilisent, permet donc de structurer fortement donc les échanges, euh, mais il a un sérieux problème, il a une limite. Le problème, c'est que le point, donc le poids des échanges, vraiment, voilà, le reste a pris le pas sur lui. Voilà. Donc, avec Swap, en fait, Swap, les échanges, on s'est dit que c'est un composant qui est lourd. Pourquoi? Parce que le flux échangé est très, très, très considérable. Et rappelez-vous qu'il est basé donc sur le XML. Or, on dit que le XML est beaucoup verbeux. Vous voyez, est beaucoup verbeux. Voilà, pour ceux quand même qui Java EE, voilà, Java EE dans la base, depuis le début avec les servlets, vous savez ce que c'est que le XML. Parce que avec avec la configuration avec Web XML, voilà, vous savez de quoi je vais parler. Alors, donc, vu cette limite-là, donc, il y a eu donc le reste qui est venu et le reste donc a été mis au point en 2000 par Roy Felding et il est moins structuré, oui, je l'avoue, il est moins structuré que le swap. Il est beaucoup, 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 beaucoup plus léger. Voilà. Mais lui, maintenant, lui, il est basé essentiellement sur le JSON. Alors, l'autre était basé sur le XML, mais lui, il est basé sur le JSON. Alors, et puis, étant basé sur le JSON, il peut également retourner d'autres formats, hein, tels que le JSON lui-même, tels que le XML, tels que le HTML et le CSV. Voilà. OK.
Bon, les deux aussi, la similarité entre les deux, c'est que les deux sont basés sur le même protocole, qui est le protocole HTTP. Alors, le rôle d'une API. Le rôle d'une API. Alors, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup, vraiment, donc j'ai pu prendre seulement considérer que deux points qui, quand même, pourront nous aider. Alors, donc, les API facilitent les nouveaux développements en s'appuyant sur une application existante. Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit que quand je suis en train de concevoir mon application, je suis en train de faire mon application de e-commerce, je veux faire de la vente en ligne. Alors, pour le paiement, je suis obligé d'intégrer une API dans mon application. Voilà, donc ça fait qu'au lieu de vouloir coder encore de façon à prendre des mois et des mois pour réfléchir sur l'algorithme, comment je vais pour coder, alors je prends donc une API de paiement et que je l'implémente facilement et puis bon voilà. Euh, je suis épargné quand même de 3 à 4 mois de galère de réflexion quoi. Voilà, faut pas brûler les méninges pour ne rien. Faut pas inventer également la roue. Voilà. Aussi, elle facilite également la tâche à tous en nous faisant gagner du temps. Alors aujourd'hui, je suis chez moi, à la maison, je m'assois, je vais remplacer ma télé ou je vais remplacer mon réfrigérateur. Je prends mon application, je prends mon smartphone, et j'ai une application qui me permet, par exemple, de voir aujourd'hui, il y a combien de grands magasins euh, qui font de la liquidation, qui sont en promotion. Voilà. Et je regarde l'application et l'application même me ramène même les magasins qui sont à proximité de chez moi. Voilà, donc quand je me lève et je sais que je vais dans tel magasin parce que je vais trouver telle marchandise là-bas. Alors, et puis je vais encore dans le magasin le plus proche de chez moi. Au lieu de me lever et aller me promener de magasin en magasin, l'application me dit dans tel magasin et approche qui est peut-être à 2 à 3 kilomètres de toi, il y a telle chose, il y a telle chose qui est en promo et ce que tu veux se trouve dedans. Voilà. Vous voyez, cette manière-là fait que, bon, non seulement je gagne en temps, parce que la course que je pouvais mettre carrément une journée à faire, le fait de me promener de magasin en magasin avec les embouteillages, tout ça, mais bon, vous voyez que en une heure, voilà, de manière précise, parce que tel magasin, je sais qu'ils ont tel produit qui m'intéresse et je sais qu'ils sont en promo, alors donc le prix aussi est là, le prix abordable, voilà, voilà. C'est un peu ça en fait. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Alors, nous allons parler donc nous allons parler de la réalisation d'une API à notre troisième point. Alors, comme on a dit, il y a la première partie qui est l'approche théorique. Voilà, qui est l'approche théorique. Avant de construire quand même une maison, on prend le temps d'étudier le terrain. On prend le temps de voir est-ce que la maison que je veux asseoir sur ce terrain-là, est-ce que c'est possible, est-ce que le terrain est à même de recevoir cette fondation-là. Et c'est ce que nous allons faire ici. En réalité, on ne se lève pas comme ça pour faire une API. Alors, on ne dit pas que, comme j'ai écouté donc la vidéo comme on appelle ça, du développeur Koulibaly Oprah, donc aujourd'hui, moi je me lève et puis je fais mon API. Je suis désolé mon ami, c'est pas comme ça. On ne se lève pas comme ça pour créer une API. Donc, il y a un processus à suivre. Alors, euh, quand on crée quelque chose dans le monde informatique, c'est pour solutionner un problème. C'est toujours comme ça. On ne se lève pas pour créer les choses parce qu'il faut les créer. Même WhatsApp qui a été créé, c'était pour solutionner un problème. Même Facebook qui était là, c'est vrai, d'autres ont vu que c'était, mais en réalité, solutionner, le propriétaire, le fondateur voulait résoudre un problème en son temps. Voilà. Donc, c'est pour dire que toutes les applications que nous faisons, que les développeurs mettent sur le marché ou arrivent à créer, c'est pour toujours répondre donc à un besoin fonctionnel. Alors donc, le premier point le plus important, il faut identifier. Il faut identifier un ou plusieurs besoins. Là, c'est très important. Oui, l'application que je veux faire, l'API que je vais écrire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres API qui font ce que je veux faire? Si oui, mais pourquoi réinventer la roue? Mais s'ils ne font pas, mais le besoin que moi je veux combler, est-ce que je suis sûr que mon API peut apporter des solutions concrètes et réelles pour soulager ou améliorer le quotidien des utilisateurs de cette API-là? Ensuite, il faut identifier les utilisateurs finaux.
développeur ou pas. Alors, c'est aussi important. Quand je fais mon API, il faut que je pense à ceux qui vont l'utiliser. Il faut que je pense, si c'est une API qui vise, par exemple, la cible, les enfants, alors ça veut dire que l'interface graphique, hein, qui doit implémenter donc mon API doit être adaptée aux enfants. Si c'est par exemple pour les femmes enceintes, ça doit être aussi adapté aux femmes enceintes. Donc pour dire que il est important, il est primordial même de euh, déceler, de détecter sa cible finale, voilà, pour pouvoir donc tenir compte de l'exploitation. Ces personnes-là feront de votre API. Et les développeurs aussi, il faut te dire que toi qui écris le code, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui va l'implémenter là-bas pour dans lui aussi son application. Il faut en tenir compte. Il faut identifier également la stratégie de la connectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand tu écris ton API, il faut te dire que il faut te dire que demain, comment est-ce que les gens feront via mon API pour se connecter à mes services ou à d'autres services, à des services du système tiers ou à une base de données. Voilà. Il faut que je pense à tout cela et que tout cela aussi soit flexible. Alors, la flexibilité pour un meilleur contrôle donc de l'API. Voilà. OK. Alors, à ce niveau, l'API doit permettre aux développeurs de cartographier et puis de couvrir tout l'ensemble du cycle de vie de l'API. Voilà. En leur donnant aussi une visibilité donc sur le produit final ainsi que l'interface utilisateur de l'application. Alors, celui qui entend d'implémenter donc ton API, il faut qu'il sache à quoi est-ce qu'il s'attend. C'est-à-dire quand les gens vont utiliser son application couplée à toi, ton API, quel résultat donc lui, il attend. Alors, il faudrait que lui soit à même aussi de pouvoir suivre tout cela, puisse maîtriser tout le cycle de vie donc de ton API. C'est très important. Alors, il y a aussi le workflow. Alors, le workflow, c'est quoi? En fait, on doit pouvoir savoir où part mon code, de quelle partie de mon code est prise en compte. Voilà, c'est important. Alors, l'API doit être capable de se caler sur la logique de processus. Oui, je répète que l'API doit être en mesure de se caler sur la logique du processus. Et c'est très important. Il y a aussi le testing. Il y a aussi le testing. Alors, il faut faire des tests réels. Oui, des tests réels. Il faut se passer du cloud. Oui, c'est vrai que le cloud est là, on dit c'est pour nous faciliter la tâche, c'est vrai, mais quand même, il faut s'en passer un peu. Il faut s'en passer un peu et c'est très important. Alors, il faut faire des tests réels parce que demain, quand vous faites des tests dans le cloud, c'est bien, vous avez les résultats, mais demain, quand vous êtes en environnement réel, c'est compliqué, il y a les bugs. Or, quand vous avez appris cette habitude-là, vous avez pris cette habitude de faire les tests en environnement réel, alors au fur et à mesure, vous décelez les bugs et vous les corrigez. Voilà. Il y a aussi la stimulation. Oui, il y a aussi la stimulation. Alors, d'autres diront que c'est la même chose que le testing. Non, c'est pas la même chose. Si c'était la même chose, je n'allais pas mettre les deux points différemment. Alors, en fait, la stimulation, c'est quoi? Aujourd'hui, on a des boîtes où l'équipe d'exploitation n'est pas ne partagent pas le même bureau que l'équipe de développeurs. Souvent même, ils ne sont même pas dans le même quartier, ils ne sont même pas dans la même ville. Et voire même, ils ne sont même pas dans le même pays. Donc, voyez-vous un développeur qui veut, par exemple, avoir accès à une base de données que l'exploitant gère, et puis bon, il envoie un mail, il veut les paramètres pour se connecter, tout ça, où on n'arrive pas à se connecter. Voyez le temps que ça va prendre. Or, lui, il a besoin de tester rapidement son API ou son application. Alors donc c'est pourquoi il faut, il faut rendre les équipes moins dépendantes. Il faut les rendre moins dépendantes. Au lieu de les forcer de travailler forcément ensemble, il faut les rendre moins dépendantes. Alors il faut qu'elles puissent elles-mêmes, ces différentes équipes-là, surtout les développeurs, pouvoir donc créer des stimulations sans même attendre, comment on appelle ça, attendre peut-être des permissions ou c'est pas d'autres choses de l'exploitation. Donc, elles doivent créer d'abord leur environnement de stimulation. Par exemple, si je dois accéder à une base de données,
Bon, on va pas encore donner les accès. OK, je crée ma base de données en local. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, je fais mes tests. Quand ça marche, j'essaie de faire maintenant. Quand on me donnera les, les, les- les accès, alors je vais essayer de me connecter. Alors, il y a aussi question non, pardon, il y a la documentation. Voilà. Alors, ça, c'est un point qui est très, très, très important. Oui, c'est très important. Alors, la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu les différentes applications qui nous permettent donc de gérer les API. Voilà, les API. Par exemple, les Open API, les Swagger API, tout ça. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et on va voir plusieurs applications qui nous permettent qui nous permettent donc de pouvoir gérer les API. Alors, la documentation est très importante. Voyez-vous, mes amis, alors, vous pouvez être un expert, un familier au langage Java ou à tout autre langage. Vous pouvez être un expert dans tout ce qui est API. Voilà, je suis d'accord. Alors, mais dites-vous que celui qui va votre API, peut-être c'est un débutant, ou celui même qui, peut-être même qu'il n'est même pas familier même à l'environnement des API. Alors, il faut une documentation qui est standard et facile à consulter. Et cela permet donc d'éviter tout ce qui est confusion. Franchement, je vous encourage, je vous exhorte, voilà, et ne vous limitez pas seulement à la documentation. Tous vos codes que vous faites, documentez-le, documentez-le, parce que vous savez, même vous-même le développeur, vous laissez un code 6 mois, 7 mois, un an après vous revenez, il est compliqué de vous retrouver. Je vous encourage à documenter vos codes en les commentant, voilà. Moi, je vous encourage à le faire. Alors, on a la gestion donc des logs. Alors, c'est très utile pour gérer le vie d'une API. Alors, les équipes de développement doivent disposer de leur propre méthode d'analyse des logs pour suivre donc la performance de l'API. Voilà. Et c'est très important. Alors, mes amis, je pense que nous sommes à la fin donc de cette première partie. Alors, la deuxième partie va consister donc à vous montrer un peu les différents outils qui nous permettent donc de pouvoir de créer les API, de les documenter. Nous allons essayer en pratique donc de pouvoir créer donc une application, une API. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne me suis pas appesanti sur les notions de web service, tout ça, tout ça. J'ai simplement fait le swap et le reste. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on verra. Alors, donc, je vous dis merci euh, pour votre, euh, pour votre soutien et merci pour m'avoir écouté. Merci et on garde le contact.